Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place afin que je puisse procéder à l'appel. Rodolphe Amaillant présent, Juliette Lecoulme, Sophie Bouvard, Thomas Delplace, Présent. Gisèle Coyac est absente, a donné pouvoir en son absence à Christian Corbeau, Marc Elaudet, Lydie Nog, Christian Corbeau, Marie Sliwinski, elle était là à l'instant. D'accord. Patrice Garnier présent. Pardon Patrice. Damien Durleman. Marie Sliwinski, rattrapé. Céline Leblé. Luc Gadolet. Elsa Fallerin. Dorothée Bounel. Chantal Fontenot. Sophie Caillot. Romuald Rabergeau est absent, a donné pouvoir en son absence à Sophie Bouvard. Eva Moreau est absente, a donné pouvoir à Patrice Garnier. Jean-Michel Guitny. Angélique Tullièvre. Stéphane Parago. Nathalie Massé a donné pouvoir à Chantal Fontenot en son absence. Charles Béchu. Christine Somnolet. Nicolas Van Kamerbeek. Alexandra Degré. Anthony Joussaume, Delphine Quadprou, Yvan Le Chevalier, Gilles Moxion, Jessie Robert, Jean-Marc Chirol, Gilda Doisy et Stéphane Caillot, qui forment le quorum de notre assemblée. Seront secrétaires de séance Dorothée Bounel et Jean-Michel Guitny. Bien, vous avez tous et toutes reçu le procès-verbal du conseil municipal. Y a-t-il sur ce procès-verbal des remarques ? Pas de remarques particulières. Je vous propose donc de le voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Avant de commencer notre conseil municipal avec, comme il est de coutume, les informations et les délibérations, je voudrais vous dire quelques mots. D'abord parce que c'est un conseil municipal important, que celui où l'on débat des orientations pour l'année qui arrive, avec en plus une prospective qui est importante. Mais avant toute chose, je voudrais revenir plus sur l'actualité de ces derniers jours, et notamment dans notre pays. D'abord, je voudrais avoir un mot sur les agressions d'élus et de maires qui continuent à se banaliser. Et je voudrais vous dire que jamais, moi, je ne m'habituerai à ces violences envers les élus, envers ceux qui s'engagent, envers ceux qui donnent du temps pour la collectivité, pour le bien commun. Mon soutien et mes pensées vont donc aujourd'hui à Raphaël Salin, maire de Saint-Joachim, et à mon amie Sandra Impérial, maire de Bougnay, qui ont subi des agressions récemment. Je sais que toutes et tous autour de cette table, nous nous y associons, et je le dis, nous devons le redire à chaque fois que ça se passe, que nous ne tolérerons pas ces agressions. Ensuite, je veux évidemment revenir sur les plus de 1000 actes antisémites constatés en France depuis l'abjecte attaque du Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Ce nombre, c'est 3 fois plus que toute l'année 2022 réunie. Et en tant que citoyens et élus, nous avons finalement la responsabilité morale de dénoncer fermement cette manifestation de la haine basée sur la religion ou l'origine ethnique,
de combattre cet antisémitisme décomplexé, mais aussi celui qui est plus insidieux, plus pernicieux, porté évidemment par ses complices politiques qui le minimisent ou qui ne le condamnent pas directement. Le salut ne peut se trouver que dans une liberté implacable, dans une tolérance impitoyable, dans une hostilité irréductible à la violence sous toutes ses formes, qu'elle se prétende de droite ou qu'elle se prétende de gauche, traditionnelle ou nouvelle, nationale ou internationale. Plus que jamais, c'est à la défense d'un tel libéralisme contre tous les fanatismes et toutes les idéologies de violence et d'intolérance que je souhaiterais voir se consacrer le pays et chacun d'entre nous. Cette phrase, j'aurais aimé l'écrire. Elle n'est pas de moi, évidemment. J'en ai pas, d'ailleurs, je pense, le talent. Et ces mots sont d'une infinie pertinence, mais ils sont aussi d'une incroyable modernité, alors même qu'ils ont été écrits en 1981 par Jean d'Ormesson. Ces mots résonnent dans le fil des événements que nous vivons. Et l'histoire semble parfois comme un éternel recommencement. Je pense surtout que c'est la méconnaissance du passé qui fait la bêtise et l'ignominie du présent. Et c'est sans doute la plus grande faillite de notre système éducatif et notre plus grande couardise devant cette responsabilité première qu'est la nécessité d'éduquer et d'instruire. Et paradoxalement, c'est aussi pour ça que je suis optimiste, pour Vertou, à Vertou, quand je vois notre ordre du jour de ce soir. Car les dossiers dont nous allons débattre ensemble ce soir viennent alimenter la politique publique Grandir ensemble, à Vertou, et cette ambition d'épanouissement et de réussite des enfants et des jeunes. Nous allons débattre d'investissements inédits en 2024, tant en termes de volume financier qu'en termes d'objectifs de politique publique. Pour une nouvelle école, par exemple, une école nouvelle, une école moderne, une école inclusive, et puis des crédits pour une nouvelle cuisine centrale, la Fabrique du Sud-Loire, une cuisine saine, sobre et responsable. Et puis beaucoup d'autres investissements, qu'ils soient sportifs, sociétaux ou solidaires, viendront compléter cette ambition de donner les clés d'une vie réussie à chaque enfant. C'est d'ailleurs aussi la Convention territoriale globale qui précisera ce cadre pour la jeunesse, si vous voulez bien la voter tout à l'heure. Précurseur d'ailleurs dans la signature de ce type de convention que nous avons engagé dès 2018, vous savez combien le travail partenarial est l'un de mes fondements en politique. C'est lui qui permet de mettre en synergie les politiques publiques, car c'est le collectif qui nous conduit à être plus performants. De performance, nous parlerons aussi ce soir. C'est grâce à celui-ci que nous œuvrons pour éclairer et faire grandir notre jeunesse. L'unité nationale ne signifie pas l'uniformité des opinions ou des croyances, mais plutôt la capacité à respecter nos différences et à transcender nos divergences politiques et idéologiques pour quelque chose de plus grand que soi. Une certaine idée de la France et du bien commun, celle de la cohésion nationale et de la communauté française. Une certaine idée de la France et du bien commun résume bien, je crois, l'engagement de Charles Blanchard à Vertou. Il y a quelques jours, le 11 novembre, il nous a quittés à l'âge de 99 ans. Au nom du conseil municipal de Vertou, j'adresse à Marie-Rose, son épouse, à leurs 5 enfants, ses 21 petits-enfants, ses 35 arrière-petits-enfants, mes plus sincères condoléances. En 1971, sous le mandat de Luc Dejoie, Charles Blanchard est élu conseiller municipal, membre de la commission des zones industrielles et de celle des infrastructures. La sémantique a un peu changé aujourd'hui, mais enfin, c'était l'ancêtre de l'adjoint aux travaux. L'année suivante, il devient adjoint au maire, aux travaux publics et à l'urbanisme. En 1988, il est conciliateur de la ville pour faire suivre cet engagement à la suite d'Auguste Priou, maire honoraire.
Passionnés de généalogie, Charles et Marie Rose, son épouse, elle aussi 99 ans, ont activement participé à la collecte de mémoire dans le cadre de collectage. Il y a quelques jours encore, avec son élégance rare et sa courtoisie habituelle, nous avons encore échangé amicalement sur Vertou, sur la France et sur le monde qu'il était en train de quitter. Pour tout cela, je vous remercie de vous lever pour que nous puissions respecter une minute de silence en son honneur. Je vous remercie et merci Charles. Je vous propose donc de poursuivre par les habituelles informations avec la liste des marchés et avenants passés depuis notre dernier conseil municipal. Vous voyez que Noël arrive puisque nous avons les marchés passés pour les illuminations de Noël. Vous avez aussi les frais juridiques qui sont à votre regard dans cette deuxième information. Je vous propose donc de passer aux délibérations, en commençant par la première, avec Juliette Lecoum qui va nous présenter la modification de la délégation de pouvoir au maire. Merci, monsieur le maire. Oui, alors il s'agit d'une délibération un peu technique de régularisation relative à la délégation de pouvoir au maire. Alors peut-être un petit rappel sur le principe de la délégation de pouvoir du maire. C'est une délégation qui est régie par les dispositions des articles L 2122-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales. En début de mandat, le conseil municipal délègue au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées et ensuite le maire peut, dans le cadre de ces délégations, subdéléguer la signature à un conseiller ou un adjoint. Comme vous le savez, en ce qui nous concerne, en début de mandat, nous avons délibéré le 24 mai 2020, lors de notre première séance, sur les délégations de pouvoir au maire. Et le Conseil a donné délégation au maire pour la durée de son mandat, le pouvoir d'effectuer 25 opérations qui sont listées dans la délibération. Or, depuis notre délibération du 24 mai 2020, la loi dite 3DS du 21 février 2022 est venue modifier les dispositions du Code général des collectivités territoriales en y ajoutant des matières pouvant faire l'objet d'une délégation de pouvoir. Et c'est donc dans ce contexte qu'il est aujourd'hui proposé d'apporter les modifications suivantes. D'abord, d'ajouter une compétence à l'actuelle délégation de pouvoir du maire relative à l'autorisation des mandats spéciaux. C'est l'objet de l'article 26 de la délibération que vous avez, bien sûr, qui est dans la délibération. Deuxièmement, de préciser la rédaction de l'article 3 relatif aux emprunts, ainsi que l'article 25 relatif aux demandes de subvention, et ce, sans modifier le contour des délégations accordées. Et troisième élément, et afin de fluidifier les opérations liées au marché de travaux, il est proposé également de modifier l'article 4 en incluant la signature des avenants au marché de travaux supérieur au seuil européen de procédure formalisée. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions autour de cette délégation? Alors c'est peu habituel de revoter, mais c'est la loi 3DS qui nous y oblige. Pas de remarques. On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Nous allons passer aux affaires financières avec Christian Corbeau, en commençant par la modification de notre exercice dans lequel nous sommes, l'exercice 2023. C'est la deuxième modification. La deuxième ou la seconde, mon cher D'abord la deuxième, comme ça on n'obère pas l'avenir éventuellement. Christian, la parole est à toi.
Merci, monsieur le maire. Donc, deuxième et peut-être dernière décision modificative pour notre exercice. Néanmoins, donc une décision modificative qui enregistre un excédent, donc soyons fiers, hein, donc c'est pas fréquent, de 66 000 euros, avec un excédent cumulé de la section investissement de 9 666 000 euros. Alors, je me permets, au travers de cette présentation, de bien rappeler le sens qui est donné. Nous maintenons le cap volontariste, malgré le contexte que vous connaissez. Donc, ça me permet de revenir sur cette DM. Qu'est-ce que nous y retrouvons ? Alors, premier point que je souhaite mettre en avant, donc au travers des 3 points qui illustrent cette DM. Donc, premier axe sur lequel je tiens à souligner, les équipes développent des compétences, et c'est important de le mettre en avant, afin de solliciter une diversification des financements au travers donc l'appel de subventions. Et vous en avez un bel exemple, hein, donc, pour le groupe scolaire Simone Veil. Donc, c'est malgré tout 400 000 euros de subventions, donc subventions d'État, de CIL, je ne sais pas si je prononce bien, et une seconde concernant l'Office de restauration des Régniers pour 225 225. Donc vous voyez, c'est malgré tout plus de 625 000 euros qui nous accompagnent dans le développement de nos équipements. Le second sujet, donc, c'est en lien avec la poursuite du plan stratégique, hein, avec 420 000 euros, dans lesquels nous retrouvons, entre autres, la restructuration des offices de restauration pour un montant de 220 000 euros. Nous avons également une étude préalable sur l'îlot enclos pour 100 000 euros, et également pour ceux qui aiment nager, donc reprise. Alors là, c'est une étude pour un montant de 45 000 euros sur les travaux du petit bassin. Le dernier point, donc, c'est le soutien au pouvoir d'achat des agents, avec 301 000 euros de crédits complémentaires. Donc, je vous propose, si vous voulez, de faire un zoom sur ce dernier point. Alors, donc, que retrouvons-nous précisément ? Donc, le premier point, donc, c'est la revalorisation du point d'indice, donc pour 423 000 euros, et également une décision collective de soutien du pouvoir d'achat pour 51 000 euros. Donc, c'est malgré tout 474 000 euros. Alors, comment sont financés ces 474 000 euros ? Donc, il y a un premier point, donc il y a un effort de charge et un transfert. Alors, pour ceux qui maîtrisent chapitre 11 vers le chapitre 12 pour un montant de 110 000 euros. Donc, ça souligne le caractère, je dirais, de suivre au plus près donc, nos dépenses. Le second point, c'est pour un montant de 37% du financement. Donc, ce sont des économies grâce au pilotage, je dirais, serré de la masse salariale. Et bien, donc, le dernier point, donc, c'est entre autres les crédits nouveaux pour un montant de 40%. Donc voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur cette DM2 ? Delphine Quadepro, je vous en prie. Alors, une question et aussi une précision. Exceptionnellement, nous allons la voter parce qu'il y a, généralement, c'est vrai qu'on s'abstient. Il y a les mesures de l'État avec la revalorisation de l'indice. C'est important, c'est pas suffisant. C'est d'autant plus important que collectivités et fonction publique en général, hein, qu'elles soient hospitalières, État ou territoriales, on manque d'agents. Tout simplement, on l'a vu avec les hôpitaux, hein, les infirmières qui préfèrent quitter. Donc, c'est important cette revalorisation. Par contre, je suis un peu perplexe, Monsieur Corbeau, sur
vos derniers propos sur l'économie faite sur la masse salariale, avec une gestion serrée que je peux comprendre, mais voilà, quelques précisions s'il vous plaît. Christian Oui. Corbeau. Merci. Alors, merci pour vos questions. Alors, vous avez raison. Donc, notre rôle, c'est aussi d'accompagner les agents. Et donc, cet élément-là est important. Donc, c'est important, et comme vous le dites, de le souligner. Néanmoins, donc j'y reviendrai dans le cas du ROB, c'est aussi une charge en plus pour la commune, donc que nous y reviendrons. En revanche, où je tiens également à le souligner, puisque vous posez la question, donc il y a effectivement des mesures imposées, mais il y a également un soutien et une initiative de la ville de Vertou d'accompagner donc le pouvoir d'achat de chaque agent, donc avec un chèque cadeau de 90 €. Donc c'est pas neutre, hein, c'est malgré tout 53 000 €. Donc c'est pas je dirais que c'est malgré tout un investissement, comme vous le dites très justement, pour donc faire rayonner Vertou et que les agents se sentent bien et restent sur Vertou. Alors, j'ai peut-être été maladroit sur économie, est-ce que c'est le bon terme? Néanmoins, lorsque nous regardons le poste masse salariale, donc aujourd'hui c'est un poste qui est important et nous devons le piloter donc au plus près. Donc ça veut dire piloter au plus près, c'est d'optimiser les dépenses en fonction des sources RH. Et entre autres, il y a le contrat d'assurance qui vient en complément statutaire qui permet de piloter au mieux entre donc, les agents pour que cette masse salariale soit au plus proche. Alors, lorsque nous votons des budgets en début d'année, nous votons des budgets sur une enveloppe globale, et donc là, effectivement, c'est ce qui est demandé en fonction des moyens humains. Monsieur le maire en parle souvent, de travailler donc l'efficience en fonction des moyens et des résultats obtenus. Donc, je dirais économie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est malgré tout un élément, je dirais, de performance, de souligner qu'aujourd'hui, nous avons réussi. Alors, quand je dis, c'est peut-être un terme de financier, de dire des économies, alors de piloter au mieux ce poste-là, donc pour nous, ça doit être aussi rassurant. J.C. Robert. Merci, monsieur le maire. En décembre 2023, nous avons voté contre ce budget 2023 pour la première fois de ce mandat, en raison en particulier de votre hausse importante de la taxe foncière. Donc, par cohérence, on s'abstiendra sur cette décision modificatrice. Merci beaucoup. Je voudrais juste compléter les propos de Christian, parce que Christian Corbeau a parlé de pilotage et de performance. Je crois que c'est exactement dans cela que nous sommes. On ne fait pas des économies sur le dos des agents. D'abord, ça ne s'est jamais fait à Vertou, et puis je ne crois pas que ça soit l'intention des uns et des autres. Et je le dis alors même que Gisèle Coyac n'est pas là. Si Gisèle Coyac, vous avez entendu dire ça, peut-être qu'elle fait des bonds sur sa chaise, mais vraiment, on n'est pas dans cette ligne-là. Je crois que c'est plutôt la ligne du pilotage et de la déprécarisation, par exemple, des métiers. Le fait de déprécariser un certain nombre d'emplois, d'avoir une gestion dynamique des remplacements, a fait qu'au final, on a des gains. Et c'est ça que peut-être Christian valorisait comme économie, mais en fait, c'est de la performance de pilotage RH, et c'est grâce à un service RH qui s'est structuré aussi, hein, on en a parlé ici, pour avoir moins recours à l'intérim, pour solidifier les parcours professionnels, pour faire en sorte d'avoir des agents mobilisés, engagés. Et en fait, c'est tout ça qui permet au final du gain. On va parler de performance tout à l'heure. Je pense que ça fait partie de la performance RH, et ça me permet de souligner
tout le travail qui est engagé à ce propos, et vraiment, c'est très bien. Moi aussi, je partage. Nous avons à revoir les grilles salariales. Après, je préférerais être maître de la décision et ne pas subir les choses, parce que c'est toujours plus facile de décider et sans en payer le coût. Je le dis pour l'État, je rêverais que l'État, à l'instar de ce qu'il fait pour la fonction hospitalière et la fonction d'État, puisse financer aussi les décisions qu'il prend pour la fonction publique territoriale. Ce n'est pas encore le cas. Peut-être ce sera le cas pour les décisions futures, mais je crois vraiment que celui qui décide doit payer. Voilà, je le dis souvent dans cette assemblée. Il faut qu'on assume nos décisions. Moi, j'assume parfaitement le fait d'accompagner le pouvoir d'achat des agents. J'assume parfaitement aussi de leur demander de la performance dans leur travail, ce qu'ils font d'ailleurs. Il faut le reconnaître. Et c'est tout ça qui fait que nous passerons les moments difficiles que nous pouvons avoir les uns et les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire, moi, sur la DM2 pour compléter les propos de Christian. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, du coup? Des abstentions? Des votes pour? Je vous remercie aussi pour les agents. Eh bien, nous arrivons au menu du ROB. Peut-être avant de te laisser la parole, Christian, qui, comme chaque année, va nous présenter le débat d'orientation, enfin le rapport d'orientation budgétaire. Je voudrais peut-être indiquer quelques précisions, puisqu'on vient de parler de performance. La performance fait partie complètement, pleinement, cette démarche de performance de notre stratégie financière. Je ne vais pas revenir sur le contexte macroéconomique dont l'impact sur les collectivités territoriales est vraiment prégnant et encore, j'allais dire, la ville de Vertou participe à ce contexte, mais il faut toujours se comparer quand on se plaint, et c'est pour ça que je ne veux pas me plaindre. Je veux dire que nous sommes tous dans le même bateau et qu'on a à finalement s'appuyer sur nos lignes de force. Et nous en avons à Vertou, nous avons des atouts, des chances, et Christian Corbeau vous les détaillera. Et donc, vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que cette performance dont nous avons parlé, qui marque la direction dans laquelle nous voulons aller, est vraiment ce qui anime notre majorité municipale. La performance, c'est notre capacité d'agir, c'est notre état d'esprit, c'est notre posture. La performance, moi, je pense qu'elle est vertueuse, sans mauvais jeu de mots. La performance, c'est aussi notre capacité à nous réinventer, à nous re-questionner. Et pour Vertou, cette responsabilité qui finalement nous donnera plus de liberté s'articule autour de l'efficacité et de la confiance, s'articule autour de la prospective, de ce qu'on va chercher plus loin et des marges de manœuvre. Et puis, ça s'accompagne d'enthousiasme et de créativité. Je parle souvent d'innovation dans ces lieux. Je crois que l'enthousiasme et la créativité nous feront aussi aimer le monde dans lequel on a envie de vivre. Et c'est cette performance qui vraiment irrigue nos intentions pour 2024 et les années qui suivront. Et donc, je laisse la parole à Christian qui va nous détailler tout ça parfaitement bien. Merci, monsieur le maire. Alors, dans vos propos, vous avez parlé de menu. Comme dans chaque menu, on peut avoir un plat qui peut être un peu compliqué à digérer. Donc, lorsque j'aborderai le projet de loi de finances, on va dire que c'est assez copieux. Alors, pour cette présentation de ROB, qui, je le rappelle à toute l'Assemblée, est une obligation pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Donc, je vous propose de mettre l'accent plutôt sur les effets et éléments saillants, en complément de la lecture que vous avez pu faire du dossier qui est à votre disposition.
Donc je vous propose de partir du contexte national, du macro, pour vous présenter la stratégie financière ainsi que la démarche de performance, comme Monsieur le maire a fait un teasing donc, dans ses propos, pour ensuite aborder la prospective financière. Je reviendrai donc sur un volet, comme je l'ai dit, un peu indigeste du projet de loi de finances 2024. Donc, je vous rassure, les grandes lignes, sinon je vais perdre tout le monde. Néanmoins, donc l'intérêt de ce projet de loi de finances, c'est quels sont les impacts pour la ville de Vertou. Et enfin, nous terminerons par des budgets, le volet recettes, le volet dépenses, ainsi que les investissements. Alors, concernant le contexte national, ce dernier, malheureusement toujours complexe, 3 points à mettre en avant. Donc effectivement, un environnement économique toujours compliqué. Vous lisez, vous entendez comme moi donc, la presse et tout ce qui est information. Donc on parle d'inflation, on parle de hausse de taux d'intérêt, d'incertitude géopolitique. Donc ça, c'est malheureusement dans quel contexte que nous abordons cette année, enfin la fin de cette année et surtout la prospective. Le second point étant donc la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 avec une orientation des déficits publics inférieure à 3% dès 2025. Avec, alors je mettrai entre guillemets un objectif un peu, enfin non contraignant d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités au niveau national pour contribuer, je le souligne, à l'effort de réduction des déficits publics. Et enfin, donc un projet de loi de finances 2023 qui repose sur une hypothèse de croissance de 1,4 pour 2024. Alors je le souligne, c'est quand même assez optimiste puisque la Banque de France, elle, fixe un taux à 0,9 avec peu de mesures de nouvelles capables de soutenir les collectivités dans les défis sociétaux que nous avons à relever. Alors concernant la stratégie financière, Vertou est une ville responsable et porteuse d'avenir. 3 points pour l'illustrer. Le premier, donc depuis 2020, les budgets traduisent l'ambition du mandat. Alors même que le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, se complexifie et pèse sur les finances de la ville. Donc je reviendrai sur les pertes d'autonomie, etc. Le second point, donc cela se matérialise parce que c'est un projet fort pour la ville de Vertou par 19,7 millions d'investissements réalisés à fin 2022. Donc ça permet de souligner notre dépassement des engagements que nous nous sommes fixés. Donc nous avions dit une moyenne de plus de 5 millions par an, par la volonté de maintenir le cap, d'accélérer et d'anticiper l'avenir tout en sécurisant les investissements. Et pour ce faire, Monsieur le maire en a parlé, l'évaluation des politiques et la performance publique vont être au cœur de la deuxième partie du mandat. Donc, à la question comment évaluer la performance publique, alors cela se traduit par la volonté d'accélérer le processus de transformation de l'action publique dans le contexte quelque peu contraignant. Alors, la municipalité a décidé d'engager une démarche de performance du service public vertavien dès 2024. Donc, s'engager dans une démarche de performance, c'est s'engager à rechercher l'innovation pour répondre aux besoins du territoire, des citoyens et des usagers, par un service public qui tient compte de nos obligations et ou des opportunités, parce que nous en aurons, qui nous sont propres, et qui veille à un usage efficient des moyens. Donc dans les moyens, je mets les moyens humains, les moyens techniques de la collectivité, à une juste répartition des coûts entre la collectivité, l'usager, le contribuable. En synthèse, donc cette démarche de volontariste, donc je le souligne, vise à mettre la collectivité en capacité de mesurer sa performance, d'améliorer en continu l'action publique et de rendre compte de manière objectivée des décisions ou orientations prises. Cela va se matérialiser par une action collective de tous, à savoir nous,
élus, le comité de direction, les agents et les citoyens. Chacun peut et pourra contribuer à la construction collective de la performance. Donc cette construction se fera brique par brique avec méthodologie. La première permettra de donner le sens, de définir des priorités afin de répondre aux stratégies sectorielles et de les piloter, de définir des objectifs, des indicateurs pour ensuite rendre compte et, si besoin, donc corriger. Donc après les grandes lignes concernant la stratégie, cela nous permet d'aborder la prospective financière. Donc cette dernière repose sur un socle solide, défini par 2 éléments que je souhaite mettre en avant. Une dette, le premier élément, une dette toujours maîtrisée, 6,8 millions. Alors pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à relire et reprendre le ROB qui reprend tous les éléments concernant cette dette. Et je me limite à vous rappeler que la dette par habitant sera de 230 € à fin 2023. Le second point, donc une épargne qui reste performante, cependant moins soutenue que par rapport à fin 2022. Donc, contexte inflationniste, adaptation du niveau de service public aux besoins de la population. Donc, ça pèse bien entendu sur notre niveau d'épargne. Alors, concernant les investissements, donc la prospective repose sur un socle d'investissement soutenu, dépassant l'engagement, je l'ai dit, de plus de 5 millions par an. À fin 2022, c'est 19,7 millions d'investissements qui sont déjà réalisés. Et la projection 2023 est estimée à 5,4 millions. Et si je prends avec les engagements, donc ça ferait 7,1 millions. Alors nos marges restent préservées en fin de mandat grâce au levier fiscal utilisé en 2023. Donc le scénario prospectif est réalisé sur la base d'une PPI de 30,4 millions, d'une évolution soutenue des dépenses de fonctionnement en lien avec l'accroissement démographique. Et enfin, cette PPI est assurée au moyen d'une diversification des financements grâce au fonds de roulement, l'emprunt, la fiscalité. Donc c'est un point que nous avons décidé l'année dernière. Le taux d'épargne est projeté à 9,3% et la capacité d'extinction de la dette est notée à 3,6 années à horizon 2026. C'est bon, j'ai perdu personne. Alors, c'est là où c'est un tout petit peu plus complexe par rapport au menu annoncé par Monsieur le maire. Donc, concernant le projet de loi de finances, donc comme je l'ai dit, c'est assez technique. Quelles sont les principales mesures qui vont impacter Vertou? Concernant la dotation globale de fonctionnement, donc qui s'élève, alors là c'est macro, à 26,9 milliards en 2023 et qui progresse de 222 millions pour financer la péréquation avec un niveau qui reste, et ça je tiens à souligner, inférieur à l'inflation. Elle progresse donc d'1 point alors que l'inflation, je vous le rappelle, progresse de 4,5 points. Pour Vertou, en raison de la mesure de suspension de l'écrêtement, donc c'est en fonction du critère de richesse, Vertou projette une dotation forfaitaire stable à 1,8 million et une dotation nationale de péréquation stable également de 156 000 € au titre de la péréquation. Donc ça me permet quand même de souligner que ce point-là devrait évoluer dans un avenir plus ou moins proche et cette évolution sera malheureusement donc à la baisse. Les variables d'ajustement qui définissent les allocations compensatrices des collectivités sont en forte baisse de 67 millions contre 15 millions, je vous le rappelle, en 2023. Vertou prévoit une stabilité de la compensation de la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux industriels qui n'est pas touchée par cette baisse pour un montant de 496 000 € et une baisse par contre de 10% pour les autres compensations pour 44 000 €. Vous en avez peut-être entendu parler, l'extension du FCTVA aux aménagements de terrain que nous n'avions pas donc sur les années précédentes représente un soutien supplémentaire de l'État de 250 000 €. 250 millions, pardon.
Merci. 250 millions d'euros, pardon. Vertou prévoit un montant du FCTVA de 740 000 euros. Alors, ce n'est pas lié uniquement à l'extension du FCTVA aux aménagements de terrain. Et ces 740 000 euros sont liés à l'exercice 2023. Il y a toujours un décalage d'une année. Le FPIC est maintenu à 1 milliard et Vertou prévoit de contribuer, est contributive, donc Vertou, et prévoit un FPIC, donc avec un prélèvement de 80 000 euros. La dotation pour titres sécurisés est abondée pour 100 millions. Alors, c'est quoi? Ce sont tout ce qui concerne les passeports, les cartes nationales d'identité. Alors, pour Vertou, nous prévoyons une dotation de 48 000 euros. Cette dotation, malheureusement, ne couvre pas les coûts supportés par la ville. Donc, je voulais ouvrir cette parenthèse. Donc, juste pour l'illustrer, donc aujourd'hui, nous avons investi dans une 3e station. Et pour répondre à la demande, c'est 3 personnes qui sont présentes pour répondre aux besoins répondre aux besoins par rapport à ces 3 stations, et également une personne à l'accueil pour accueillir donc les personnes, les vertaviennes et vertaviens, et les personnes des autres secteurs. Donc, reste à charge pour 2023, c'est à peu près 120 000 euros. Projection pour 2024, c'est à charge pour la ville de Vertou, 150 000 euros. S'agissant des bases fiscales, le projet de loi de finances 2024 maintient une revalorisation légale des bases au niveau de l'inflation. Et pour Vertou, donc Vertou estime les bases fiscales 2024 en hausse de 5%. Donc ça correspond à 4,5% de revalorisation légale et 5% lié à la variation physique, et une compensation de 4,9 millions. Donc cette compensation correspond à la taxe d'habitation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est malgré tout assez compliqué. Néanmoins, donc, je voulais faire le parallèle par rapport à la ville de Vertou. Merci. Alors, concernant les investissements, donc, une enveloppe de 14 millions est prévue pour 2024. Alors, pour ceux qui le souhaitent et avoir le détail, donc, je vous invite à reprendre donc, le dossier. Donc, vous avez tout le détail, donc tableau PPI. Néanmoins, donc, les 4 axes illustrent bien, ils sont bien en lien avec le projet stratégique. Alors, concernant le financement de ces 14 millions, donc la capacité financière de la ville et notamment son fonds de roulement permet d'assurer le financement du programme d'équipement de manière sécurisée. 22% par l'épargne nette dégagée sur la section fonctionnement. Donc, c'est estimé à peu près à 3 millions après déduction donc, du capital de la dette. Je parle bien d'épargne nette. 5% qui est lié au FCTVA pour un montant de 740 000 euros. Donc, il y a toujours un décalage d'1 an. Donc, ce sont les investissements de 2023. 5% des subventions et cessions et 68% par un emprunt d'équilibre avant reprise. C'est toujours donc le même exercice, la même opération en fin d'année. Donc après la section investissement, point sur le budget de fonctionnement. Donc au stade du ROB, le budget 2024 en fonctionnement présente l'équilibre suivant. Concernant donc les recettes, elles sont évaluées à 32,3 millions d'euros de recettes de fonctionnement. Et concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont évaluées à 28,3 millions. À nouveau, en 2024, le budget est marqué par ce que nous appelons un effet ciseau, c'est-à-dire que les recettes évoluent moins rapidement, comme vous pouvez le voir. Donc les recettes progressent de 0,4%, alors que les dépenses elle progresse de 5,3%. L'épargne est également, c'est la conséquence, en baisse de 25%. Concernant les postes à l'origine de cet effet ciseau, donc ils sont bien détaillés sur la slide que nous pouvons voir. Donc je souhaitais malgré tout mettre en avant, puisque Monsieur le maire l'a dit, donc des décisions, donc c'est bien d'accompagner
les agents. En revanche, la décision est prise et charge à nous de financer cette décision. Donc c'est bien, et j'aimerais bien, monsieur le maire, que vous soyez écouté. On prend une décision et on nous accompagne pour financer cette décision. Mais c'est un vœu pieux. Donc ça, c'est le premier point. Donc comme vous pouvez le voir, les charges de personnel progressent de 7,3%. Donc ça me permet de faire un renvoi à la DM, donc 423 000 euros, et à l'augmentation de 5 points de l'ensemble des échelons, donc soit 360 000 euros. Donc juste sur ce poste-là, masse salariale, donc ça, c'est une évolution projetée à plus de 1,1 million. Donc sinon, donc je ne veux pas reprendre les différents points que vous pouvez retrouver sur les grands postes de dépenses. Concernant les recettes, donc je tiens à le souligner, dans la projection, nous notons une baisse des droits de mutation compte tenu du contexte que vous connaissez, contexte très incertain concernant la dynamique du marché immobilier. Et dans notre projection, nous avons fait une baisse de 15% par rapport à l'année N-1. Alors, ce que vous devez retenir en quelques chiffres. Premier chiffre, les recettes sont évaluées à 32,3 millions, plus 0,4%. Les dépenses sont évaluées à 28,3 millions, plus 5,3%. Donc, je souligne malheureusement l'effet ciseau. Une capacité d'autofinancement qui est proche de 3 millions, donc qui reste... qui nous permet d'accompagner nos investissements. Néanmoins, cette dernière est en baisse. Un investissement, donc c'est une enveloppe de 14 millions qui est budgétisée pour 2024. Et je le rappelle, malgré tout, les fondamentaux de la ville sont bons. En synthèse, la stratégie pour la période 2023-2026 s'appuie sur 4 mots. Une conviction. Nous voulons accélérer la mise en œuvre du projet qui peuvent répondre aux défis qui s'ouvrent à nous. Un équilibre, car nous comptons assurer le financement de ces choix au moyen d'une répartition équilibrée entre l'usager, les contribuables, l'épargne et le recours à l'emprunt. Une responsabilité, car nous devons engager une démarche de performance du service public vertavien pour répondre à plus long terme, je dirais même à moyen terme et à long terme, à notre vision prospective du territoire. Et enfin, une liberté, nous voulons développer les services publics par la recherche de la sobriété et de l'efficience. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, mon cher Christian, pour cette présentation pédagogique. Y a-t-il... pardon. Y a-t-il des questions, des remarques, des prises de parole ? Comme vous voulez. Madame Très Cottreau ? bien, merci, monsieur le maire. Oui. Et merci, monsieur Corbeau. On est un peu perplexe, en fait, par cette présentation. C'est peut-être le poids des mots, mais quand même, on s'interroge. Nous, on a l'impression que derrière la notion de performance publique, d'accélérer le processus de transformation, c'est un peu de l'esbrouf, alors qu'on voit très bien que par rapport à votre programme, monsieur le maire, pour la ville de Vertou, on voit que ça traîne à Beautour, le quartier de la Gare, on l'a évoqué la semaine dernière, mais si votre seule ambition, c'est de demander à des étudiants de sociologie de questionner les habitants, c'est un peu court. Et on le voit bien qu'il y a une urgence, et on le dit à chaque fois, une urgence climatique. On voit que pour l'hôtel de ville, il y aura des travaux apparemment énergétiques. Je ne sais pas si exactement... mais moi, j'ai quand même l'impression que vous vous cachez derrière un projet de loi que vous présentez comme assez technique, mais en fait, c'est surtout pour cacher un manque d'ambition pour cette fin de mandat.
un projet de loi, il est toujours technique, Monsieur Corbeau. C'est peut-être le grand malheur de la France, mais c'est quand même un peu court de s'appuyer sur cet élément-là. Il est question aussi de verdissement des dotations d'investissement. C'est important, c'est vrai, que derrière les investissements, il y ait un enjeu de développement durable et un enjeu climatique. Et moi, je ne veux pas être très longue parce que on le développera avec le budget, on attend quand même le budget. Je reste quand même perplexe par cette dernière phrase. Une liberté, nous voulons développer les services publics par la recherche de sobriété et d'efficience. On peut comprendre efficience, mais sobriété, là, il faut un coup d'accélérateur sur les services publics. Parler de sobriété pour les services publics, on en reste bouche bée. Merci. Merci, Jessie Robert. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, moi, je voulais vous remercier, monsieur Corbeau, parce qu'effectivement, c'est des sujets assez techniques. Et à nouveau, et année après année, vous les maniez avec beaucoup de pédagogie. Et encore merci. Je voulais aussi saluer le format de ce rapport d'orientation budgétaire, parce que le législateur ne prévoit aucun cadre particulier pour ce document. Et moi, avec mes collègues, on souligne effectivement qu'il est très bien fourni, très détaillé. D'ailleurs, en toute transparence, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à la présentation ce soir, qui était très résumée, j'allais dire comme ça, par rapport au document qui, lui, est très bien fait, peut-être finalement plus pédagogique que la présentation qui nous a été faite ce soir. Bon, néanmoins, c'est un exercice qui est important, un exercice et un moment démocratique important, qui permet effectivement de confronter nos visions. Et c'est, je pense, une richesse pour nos institutions. Alors, sur le plan national, je ne vais pas revenir sur tous les détails que vous avez très bien présentés, M. Corbeau. Pour autant, moi, je dois quand même souligner la singularité du mandat que nous traversons. Si on regarde sur les dernières décennies, on est quand même dans un mandat où, année après année, les années se suivent et, j'allais dire, malheureusement, se ressemblent en termes de crises. Alors, des crises différentes, mais des crises chaque année. On a quand même démarré ce mandat avec la Covid, littéralement, puisqu'on a même eu des difficultés pour installer ce conseil. Puis voilà, chaque année apporte son lot de difficultés, les crises géopolitiques, les crises inflationnistes, les crises économiques. Et moi, je voulais quand même profiter aussi de ce débat d'orientation budgétaire pour féliciter à la fois les membres de ce conseil, globalement, l'exécutif qui le représente, mais aussi tous les services en fait, qui travaillent effectivement à compenser, à travailler autour de davantage de performances malgré ces difficultés. Alors, sur le plan national, encore une fois, je ne rappellerai pas les chiffres. Pour autant, peut-être un élément quand même. Vous parlez souvent de comparaison, monsieur le maire. Si je le regarde effectivement par rapport à nos voisins, je pense à nos voisins germaniques. En fait, en France, et comme un peu partout en Europe, on sort petit à petit d'une crise inflationniste. Mais la différence avec la France, c'est que la différence avec les autres pays, et notamment l'Allemagne que je citais, c'est que nous ne rentrons pas en récession. Alors on reste encore, il y a un point d'interrogation sur les projections de croissance pour l'année prochaine, entre un petit 1%, 1,4%. Ça reste néanmoins positif. Je rappelle qu'en Allemagne, ils sont actuellement à moins 0,6%. Donc moi, je salue quand même les politiques engagées à l'échelle de l'État nationalement pour éviter et puis pour amortir effectivement ce choc et ces crises. Je développerai bien sûr sur le local. D'abord, pour saluer vos initiatives au cours de l'année qui s'est écoulée, et puis les perspectives, et en particulier autour de la jeunesse. Et moi, je voulais saluer en particulier le travail des services et de votre adjoint, Patrice Garnier. On le voit à travers ce rapport d'orientation budgétaire. En fait, moi, je suis, entre guillemets, à mon deuxième mandat. Si je compare effectivement au précédent débat d'orientation budgétaire, je crois que celui qu'on projette et même les investissements qu'on projette jusqu'à la fin du mandat sont encore une fois singuliers en termes d'investissement pour cette jeunesse. C'est quasiment l'intégralité de ce que je vais appeler des investissements exceptionnels, puisqu'une commune a des investissements assez récurrents. Ce sont bien entendu les acquisitions foncières, ce sont les maintenances, les rénovations des bâtiments. Mais s'agissant réellement d'investissements exceptionnels, on voit que la quasi-intégralité passe sur la jeunesse, que ce soit le groupe scolaire Simone Veil, bien sûr la partie restauration scolaire. Donc on est véritablement sur quelque chose de très prégnant et forcément on partage cet investissement autour de la jeunesse.
Les innovations, vous l'avez rappelé, l'innovation, elle est importante dans une commune. Donc, moi, je tiens aussi à souligner qu'on voit de plus en plus d'innovation autour de la concertation dans cette commune. Donc, moi, je crois que c'est un sujet important. Alors, j'ai moins compris votre pyramide. En fait, en réalité, je l'ai compris, mais je l'ai trouvé assez technique. La pyramide de décision, je vois bien où vous allez en venir. Je ne suis pas sûr que ce soit effectivement compréhensible pour tous les concitoyens. Mais moi, ce que je note, c'est la partie positive, encore une fois. C'est les choses concrètes qu'on fait à destination de notre population pour les écouter et pour travailler collégialement sur les décisions de demain. Un point sur la finance quand même. Vous ne l'avez peut-être pas assez mis en avant, et là, encore une fois dans un travail pédagogique. On projetait en début de mandat un plan d'investissement qui s'orientait autour de 32-33 millions d'euros. On va être en réalité à 40 millions d'euros, donc bon, c'est considérer voilà, que c'est des investissements bien entendu utiles pour beaucoup d'entre eux, je viens de le rappeler sur la jeunesse. Néanmoins, il faut quand même dire les choses. C'est que Vertou rentre dans un autre environnement, j'allais dire, celui d'une ville dépensière par nature. Parce que voilà, 32 à 40 millions, ce n'est pas une paille, ce n'est pas rien. Donc il faut le dire aussi aux concitoyens. Cette commune devient dépensière. Alors, pour des raisons qui sont justifiées, j'y reviendrai, la démographie galopante, le besoin de services, bien entendu, mais voilà, c'est quand même 8 millions de plus qui n'étaient pas décidés, projetés il y a encore 2 ans et demi. Si on prend, monsieur le maire, votre plan stratégique, qui est sorti en février 2021, donc un peu plus de 2 ans et demi, c'est pas 2 ans et demi, je veux dire, c'est pas si loin de nous. Finalement, on était resté sur ces enveloppes proches de 33 millions d'euros. Donc cette ville dépensière par nature, il faut bien en prendre compte désormais. Et dans ce contexte, monsieur le maire, vous avez décidé d'augmenter considérablement la taxe foncière l'année dernière. En l'occurrence, si on projette sur ce mandat, jusqu'à la fin du mandat, c'est environ 8 millions d'euros qui vont être j'allais dire, pris à travers cette taxe foncière, cette augmentation de la taxe foncière auprès de nos concitoyens. Ces 8 millions d'euros, c'est ceux de l'augmentation, l'investissement que j'évoquais à l'instant. Nous, cette hausse, d'ailleurs, on peut se poser la question pour le mandat prochain, 8 millions sur un demi-mandat, c'est probablement une petite vingtaine de millions pour le mandat prochain, dans la mesure où il y aura des augmentations des bases, et voilà. Et j'espère pas d'autres hausses. D'ailleurs, je vais y revenir, monsieur le maire. Je le dis très concrètement, nous sommes opposés à cette hausse. Nous restons opposés à cette hausse. Encore davantage, monsieur le maire, à vos arguments pour la justifier. Encore récemment, alors je ne sais pas si... voilà, en tout cas, je l'ai relevé dans Presse Océan. Je sais que parfois, les propos peuvent être sortis de leur contexte, mais vous disiez effectivement que vous laissiez entendre, je vais le dire comme ça, que la suppression de la taxe d'habitation avait modifié les équilibres de notre fiscalité locale. Ça n'a pas modifié, en tout cas, les recettes, puisque la compensation, encore une fois, de l'État, elle est même plus qu'à l'euro près. La Cour des comptes, dans un rapport récent, le mois dernier, relevait que les compensations allaient même au-delà de ce qui était prévu, légèrement au-dessus. Donc, je considère que cet argument ne tient pas. Encore une fois, pourquoi contre cette hausse de la taxe foncière? C'est encore une fois qu'elle touche les personnes les plus fragiles en fait sur Vertou. Il y a des populations qui habitent Vertou, des personnes retraitées avec des retraites modestes, qui aujourd'hui prennent de plein fouet en fait parce qu'ils sont propriétaires cette hausse. Elle va toucher aveuglément l'ensemble de nos concitoyens propriétaires qui représentent une part extrêmement importante de notre commune, bien plus que la moyenne du reste de Nantes Métropole. Alors moi, monsieur le maire, sur ce sujet-là, je vous le demande assez solennellement. Vous avez évoqué il y a pas très longtemps, et on le voit à travers ce rapport, qu'aucune hausse des taxes sera votée pour l'exercice 2024. Moi, je vous demande solennellement, effectivement, de vous positionner jusqu'à la fin du mandat et de bien donner, effectivement, l'information. Et je l'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse jusqu'à la fin du mandat, la fin de ce mandat. Je développerai sur les questions d'environnement. Madame Quatrepoul l'a évoqué. Bon, je ne reviendrai pas sur l'urgence climatique qu'on partage tous et tous ici, bien entendu. Moi, je dirais que vous avez fait beaucoup plus
sur les questions environnementales que vous aviez fait sur le mandat précédent. Il faut le souligner, il faut dire les choses. Il y a des choses concrètes qui ont été mises en place. Je ne vais pas en faire la liste ici, mais concrètement, vous avez œuvré sur ce sujet. Néanmoins, lorsqu'on parle d'urgence, il y a encore beaucoup à entreprendre. Et vous l'avez évoqué, Monsieur Corbeau, il y a effectivement un fléchage de plus en plus des dotations de l'État autour des questions environnementales. Alors, je ne parlerai pas de verdissement, ça fait très greenwashing, parler de verdissement. Mais en tout cas, oui, il y a un fléchage extrêmement important sur ces choses-là. Donc, il y a des opportunités à saisir. Et on le voit dans les chiffres que vous évoquez. L'État abonde beaucoup de nos projets. Donc, il faut saisir ces opportunités. Quand je pense à la salle Sèvres-Mène, on ne peut pas tout faire sur un seul mandat. Mais regardons les choses effectivement assez concrètement. Et disons-nous clairement quand est-ce que ce type de rénovation pourra avoir lieu. Aujourd'hui, cette salle Sèvres-Mène, qui a servi de restauration scolaire, en cours de travaux, elle va redevenir une salle municipale et la première passoire, le premier bâtiment de passoire thermique de notre commune. Il y a effectivement urgence sur ce sujet. Moi, je développerai également sur le cadre de vie. On l'a finalement peu évoqué. Moi, je crois que c'est une priorité, le cadre de vie pour notre commune. La démographie, elle est galopante sur la métropole, en particulier sur Vertou. On voit bien qu'il y a une pression d'urbanisation sur notre commune. Je pense que c'est véritablement la priorité qui doit nous rassembler ici. On le voit avec l'exemple de quelques quartiers. Si on regarde sur les 10-15 dernières années, les quartiers autour de Porte de Vertou, de la gare qu'on évoquait à l'instant, d'autres quartiers deviennent effectivement extrêmement urbanisés. Il y a des choses effectivement autour de la végétalisation. Et je note des initiatives qui vont dans ce sens-là, dans les programmes qui sont à venir. Il faut rester extrêmement vigilant sur ces questions. Je pense qu'il y a des choix qui ont été faits ces 10-15 dernières années qui sont à corriger, à adapter. Je crois qu'on en a les uns et les autres conscience, mais moi, je voulais appuyer sur ce point. Ce qui me permet aussi de parler de maximum de concertation sur tout ce qui est les grands chantiers de demain. Je crois qu'il faut donner visibilité, pédagogie à nos concitoyens sur les zones dans Vertou qui deviendront plus urbanisées. Il ne doit pas y avoir d'effet de surprise. Il doit y avoir la préparation pédagogique sur ces questions. Et moi, je prends pour l'exemple l'implantation du lycée. Nous, on reste assez vigilants par rapport à l'implantation qui a été choisie dans un territoire qui, pour nous, représente la carte postale de notre commune, à proximité du parc du Loiry. Il faut mieux travailler sur cette concertation en amont. Si je prends cet exemple-là, le choix, il a été fait sans concertation, y compris sans discussion, y compris au sein de ce conseil municipal. Moi, je vous demande, monsieur le maire, de plus en plus, effectivement, à travailler en amont. Vous prenez les décisions, vous êtes le maire, vous êtes l'exécutif, il n'y a aucun débat là-dessus, mais qu'on ait effectivement la capacité de pouvoir se parler, se dire les choses sur ces grandes orientations pour la commune. Ce qui me permet de faire le lien avec les questions de transparence et de prospective, et Mme Caudeproux l'a évoqué à l'instant. Moi, je dirais qu'on ne peut pas tout faire sur un mandat. On l'a dit, vous avez augmenté les taxes foncières, les investissements augmentent considérablement pour cette commune. On ne peut pas tout faire. Pour autant, vous aviez installé au début de ce mandat un certain nombre de projets. Les questions autour du parc du Moulin du Chêne, de la place Saint-Martin, du marché, de la centralité de Beautour. On ne peut pas tout faire sur un mandat, et ça, on en a tout à fait conscience. Pour autant, disons-nous là aussi les choses clairement, quand est-ce que nous inscrivons ces éléments? Et là où il y a effectivement une certaine frustration, c'est que dans ce rapport d'orientation budgétaire, on s'arrête aux limites de ce mandat. C'est assez naturel. Pour autant, je pense que là aussi, il faut dire les choses avec clarté. Tous ces éléments-là, s'ils sont reculés, ils le seront. Quand est-ce que vous les imaginez? À quelle échéance? Est-ce qu'ils sont annulés définitivement? Et ça, c'est des éléments sur lesquels je crois effectivement que les concitoyens attendent de plus en plus de transparence. Ce débat, enfin, est également pour l'ensemble du groupe l'occasion de féliciter, je l'ai dit dans mon propos introductif, mais l'ensemble des services, encore une fois, pour la préparation de ce document, mais également pour tout ce qu'ils mènent et œuvrent pour le bien de nos services publics, au plus près de nos concitoyens. Monsieur Corbeau, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de la création du service en charge des passeports, des cartes d'identité. Moi, j'ai eu affaire à ce service très récemment et je peux vous assurer que l'accueil était d'une qualité, d'une prévenance, d'une pédagogie.
Et je crois qu'effectivement, pour moi, c'est l'ADN de Vertou, et je suis extrêmement fier et très reconnaissant en fait du travail de l'ensemble des services. Merci, Monsieur le maire. Merci. Christian Corbeau pour Oui. enrichir le débat. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais commencer par répondre à Madame Quatproux. Donc, j'ai noté quelques mots et vous avez dit le poids des mots. Vous avez dit je suis perplexe, d'accord. Et vous avez même employé, donc c'est de l'esbrouf. Alors, je ne vais pas tout détailler, néanmoins, je vais vous renvoyer, puisque vous êtes vertavienne, vous êtes également invité aux réunions de quartier que mon collègue Damien Derluman donc, organise. Et vous avez cité le Beautour, quartier de la Gare. Et je peux vous assurer que Monsieur le maire prend le temps de rappeler ce que nous faisons, de donner donc le sens, d'aborder tous les éléments. Et je peux vous assurer qu'à la fin de ces réunions de quartier, le mot esbrouf n'est jamais ressorti. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas donc, au travers de vos propos. Le second point, vous avez dit, ça cache un manque d'ambition. Alors, je ne sais pas pour vous, c'est quoi de l'ambition, mais pour moi, quand je dis et que je souligne 19,7 millions d'investissements fin 2022, 14 millions sur 2024, si ça, ce n'est pas de l'ambition, je ne comprends pas. Donc, on ne partage pas la même définition. Et enfin, vous avez parlé de sobriété. Alors, sobriété, je vais juste l'illustrer par des propos. Charge de fonctionnement de la ville de Vertou, 936 € par habitant. Strat, 1378. Donc, si on ne travaille pas donc cette sobriété, même chose, je ne le comprends pas. Second point, achat et charges externes, Vertou, 191 € par habitant. La Strat, 281 € par habitant. Donc vous voyez au travers donc, de ces chiffres, la ville, quand nous parlons de sobriété et d'efficience, déjà nous sommes au cœur de ce débat. Alors Monsieur Robert, vous avez commencé par remercier. Donc ces remerciements, et vous l'avez dit, vont également aux services, et j'associe donc les services puisque effectivement, donc c'est un travail donc de tous les jours et c'est un travail important pour représenter ce ROM. Alors je ne veux pas revenir sur le taux de croissance puisque là je vais ouvrir un débat et je pense que nous pourrons échanger pendant très longtemps. Néanmoins, par rapport à vos propos, aujourd'hui, quel que soit le taux de croissance, 1,4, 0,9, etc., ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons et nous voyons, pas très loin, des nuages qui arrivent, et ce n'est pas du soleil, mais plutôt un temps gris sur lequel nous devrons faire face. Alors, ville dépensière, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, Vertou est une ville qui investit. Et donc, je ne veux pas reprendre les chiffres. Et quand vous dites une ville dépensière, je reprends donc les éléments que j'ai pris donc, par habitant. Alors, concernant la taxe foncière, alors, merci de l'aborder, puisque je vais rappeler le sens. Et la décision que nous avons prise, elle se porte en 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Alors concernant le passé, je vous le rappelle, donc perte d'autonomie financière, transfert de charges, désengagement de l'État, donc amorcé malgré tout pendant le mandat de M. Hollande, et Vertou avait pris un engagement de ne pas augmenter les impôts pendant 10 ans. Donc c'était un engagement écrit, un engagement que nous avons respecté. Concernant le présent, donc je l'ai dit cette année, je l'ai dit malheureusement l'année dernière, nous avons des dépenses qui progressent plus rapidement que les recettes. Donc cet effet ciseau. Nous avons par conséquent une capacité d'épargne qui est corrigée. Et cette capacité d'épargne est un élément important pour accompagner nos investissements.
Donc par rapport à nos engagements, si nous n'avions pas tenu nos engagements, on pourrait donc nous dire et souligner vos engagements ne sont pas tenus. Donc lorsque à Vertou nous disons les choses, nous les maintenons. Donc par rapport à cet engagement, je peux quand même souligner que si nous avions effectué des évolutions de taux pendant ces 10 années, donc oui, vous avez raison, aujourd'hui la taxe d'habitation est compensée à l'euro. Sauf qu'il y a 2 éléments. Les augmentations que nous n'avons pas faites pendant 10 ans, nous ne les retrouvons pas dans la revalorisation et dans la compensation. Premier point. Et second point, donc nous sommes sur une ville dynamique, d'accord ? Et je dirais, cette dynamique, nous ne la retrouvons pas. Donc oui, il y a une compensation, mais pas une compensation comme moi je pourrais donc le voir. Donc concernant le futur, eh bien, je reprends donc les réunions de quartier. Et je peux vous dire, lors de ces réunions de quartier, les investissements sont présentés. Bien, nous avons des Vertaviens qui disent « Nous sommes fiers d'habiter donc à Vertou ». Et pendant la séance de questions-réponses, donc malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, donc il y a encore plein d'idées et encore plein d'investissements. Donc toutes ces idées et ces investissements, donc ils sont de toute façon nécessaires avec beaucoup d'intérêt, mais ça nécessite un arbitrage et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous portons. Donc les éléments de sobriété et efficience vont nous permettre à moyen terme et à long terme d'accompagner donc le projet stratégique que nous portons depuis le début de ce mandat. Merci mon cher Christian. Peut-être quelques mots pour conclure ce débat. Oui, le débat d'orientation budgétaire, il est là pour confronter les visions. Il est là aussi pour ajuster les trajectoires quand elles méritent de l'être. Ce débat d'orientation budgétaire, il est là pour la transparence des choix que font les uns et les autres. Et moi, je voudrais vous dire qu'avec constance, cette majorité municipale, elle fait la dynamique de Vertou, elle accompagne le développement de Vertou. Alors, on peut trouver que c'est trop, on peut trouver que c'est pas assez, on peut trouver que c'est pas assez dans tel quartier, que c'est pas assez dans d'autres. La dynamique, elle est là. La dynamique, elle est réelle. La dynamique, elle se ressent. Et moi, je le dis, on a cette majorité municipale, fait avec constance, dit avec constance les choix que nous ferions. Et on les assume. Alors parfois, ça ne plaît pas, et puis c'est le débat démocratique qui est là, mais je crois qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas être constant. Peut-être pourrions-nous vous reprocher aux uns et aux autres de ne pas l'être. Je me rappelle encore, Monsieur Robert, de vos supplications pour investir plus, pour avoir plus d'ambition pour la ville. Bon, je ne reviens pas sur les chiffres, Christian les a très bien dit, mais enfin, 14 millions d'euros. Vous ne pouvez pas nous dire, il y a un an, il faut investir plus, il faut avoir plus d'ambition pour la ville, et nous dire aujourd'hui que c'est trop et qu'il faudrait réduire la voilure. Je crois que ce n'est pas possible. Alors oui, pour cela, on a demandé un effort aux Vertaviennes et aux Vertaviens. Et moi, je suis très clair avec cet effort qu'on leur a demandé dans un moment où, effectivement, il fallait le faire. Et dans un moment où, je crois, choisi, l'impact était moindre pour eux. Mais nous en avons déjà discuté l'année dernière. La ville, elle ne manque pas d'ambition. La ville, elle dimensionne son ambition à la hauteur de son potentiel, avec, je le crois, de l'audace, avec de l'innovation, vous l'avez souligné, je vous en remercie, avec non pas une démographie galopante, mais une attractivité nécessaire à ce que cette ville vive, et ça c'est important. Pour juste comparer, je parle souvent de ce chiffre parce qu'il est très pédagogique. Dans les années 60, Vertou et Saint-Herblain, c'était le même nombre d'habitants.
Aujourd'hui, Saint-Herblain, c'est 2 fois Vertou en termes d'habitants. On a fait des choix différents. Ce n'est pas un jugement vers Saint-Herblain. Moi, je ne suis pas herblinois, donc je n'ai pas à juger. Je dis juste qu'on a fait des choix différents qui ont donné lieu à des aménagements de territoires différents. Et aujourd'hui, en tant que maire de Vertou, moi, je suis très content de cet aménagement qui tient en 3 mots. D'abord, on maîtrise le développement ici, à Vertou, et notamment le développement urbain. Ensuite, on le localise. Parce que c'est important, vous l'avez rappelé, de dire où vont être le développement urbain. Mais enfin, je vous invite aussi à participer aux réunions qu'on organise, parce que tout est... Pardon, pour ceux qui les ont déjà vues, il y en a eu 4. Tout est dit dans ces réunions. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont questionnées, il y a des choses qui sont montrées. On dit où on localise le développement urbain et le renouvellement urbain. On a même parlé hier soir de la crise du logement, parce qu'on va avoir un problème de crise du logement et de crise de la construction, malgré les annonces du gouvernement, je pense, insuffisantes aujourd'hui. Et puis le troisième verbe, c'est d'organiser les choses. Parce que vous pouvez accueillir de nouveaux habitants, vous pouvez contribuer à la dynamique de la ville, mais il faut aussi que ça respecte la qualité de ville, la qualité de vie de ceux qui sont arrivés à Vertou avant. Alors, ces choix, on les fait en vérité de ce que nous sommes, la majorité municipale. Alors, le verdissement des investissements, c'est pas nous qui le disons, c'est l'État. Je veux dire, c'est une sémantique d'État. Et quand je vois qu'on consacre l'année prochaine, rien que l'année prochaine, 4 millions d'euros au projet écologique, au projet engagé de la ville de Vertou par nature, la rénovation thermique de l'hôtel de ville, le verdissement, si on peut l'exprimer ainsi, du coup, suivant la sémantique de l'État, de la flotte automobile, de notre projet alimentaire, qui est extrêmement vertueux. Il est tellement vertueux qu'il inspire d'autres communes. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on manque d'ambition pour cette ville. Et on peut avoir de l'ambition, Madame Quatrepoux, sans être dans l'opulence et sans être dans le dépensier. Je crois qu'on peut avoir de l'ambition, on peut avoir de la qualité, tout en étant sobre. C'est exactement ça, la performance. C'est exactement ça. L'esbrouf, c'est l'action sans impact. La performance, c'est l'impact de notre action. C'est exactement ça que nous cherchons à faire. Alors, on aura l'occasion, lors du budget, même si, effectivement, c'est déjà très détaillé dans le rapport, et moi, j'ai souhaité que nous ayons toutes et tous de quoi débattre, de quoi discuter sur les choix que nous portons devant les citoyennes et les citoyens. Et donc le document est déjà très fourni. Alors on aura encore plus de détails dans le budget, mais d'ores et déjà, vous savez ce qui va se passer pour 2024. Et à Vertou, moi je le redis, on a su assumer nos décisions, parfois nous remettre en question aussi sur certaines décisions. Il reste encore 3 ans, donc il reste encore beaucoup de temps pour remplir l'agenda des investissements dont vous avez parlé, monsieur Robert. Et puis tout ça en préservant les richesses de notre territoire, les atouts de Vertou, avec encore une fois dynamisme, avec attractivité. Si vous souhaitez que la ville de Vertou se replie sur elle-même, si vous souhaitez qu'elle baisse en dynamique, vous ne me trouverez pas dans cet engagement-là. Je crois que pour qu'une ville vive bien, il faut qu'elle soit dynamique. Je crois que pour qu'une ville vive bien, il faut qu'elle s'ouvre au monde. Je crois que pour qu'une ville vive bien, il faut qu'elle connaisse et qu'elle s'enracine dans ce qu'elle est, avec son patrimoine, avec son ancrage, avec son influence. Et Vertou, je le dis, inspire, je le disais pour la cuisine centrale, mais pour bien d'autres sujets, parce que c'est une ville qui est engagée au service de ses habitants. Elle est singulière, je ne sais plus qui a employé ce mot, mais elle est singulière dans la manière de gérer sa trajectoire. J'aime à dire qu'elle est audacieuse.
nous faisons des choix audacieux. Choisir de construire une cuisine centrale à 3 ou à 4, c'était audacieux et je crois que nous le sommes. Alors, je ne sais pas si nous tomberons d'accord lors du vote du budget, je l'espère en tout cas. Mais moi, je voudrais dire que ce budget, enfin, ces intentions, ces orientations budgétaires, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit d'être performance, de veiller à ce que nos actions aient un impact réel. C'est d'abord une ambition pour notre jeunesse dans le contexte international, national que nous connaissons. Il faut recréer du commun, il faut travailler sur le bien commun, il faut envisager ce que peut être la plus petite patrie charnelle de nos enfants, de nos adolescents, qui commencent par la commune et puis qui se développent ensuite pour la communauté nationale. C'est un engagement de ne pas augmenter les impôts l'année prochaine, le taux communal. Et puis, allez, je vous livre ça aussi. Ça évitera des débats pour les prochains débats d'orientation budgétaire. Nous n'augmenterons pas les impôts, nous n'augmenterons pas le taux des prochaines années, en tout cas jusqu'à la fin du mandat, parce que je crois que c'est de notre responsabilité. Nous avons demandé un effort, cet effort, les Vertaviennes et les Vertaviens le font. Il faut que désormais nous levions d'autres leviers d'action. Et puis ça marchera sous le sceau d'une autre valeur, celle du sport en 2024. Moi, je suis heureux que nous placions cette année 2024 en correspondance évidemment avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques pour Vertou comme d'une année sportive, parce que le sport, c'est des valeurs. Le sport, c'est le dépassement de soi. Le sport, c'est la réussite. Le sport, c'est l'effort. Le sport, c'est la solidarité. Le sport, c'est l'épanouissement. Et puis le sport, c'est le partage de toutes ces valeurs-là. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi de ce débat d'orientation budgétaire, parce que nous allons vivre sport pendant toute une année et que les choix que nous faisons aujourd'hui, la trajectoire que nous indiquons aujourd'hui, vont nous permettre de pouvoir profiter de toutes ces valeurs, de les ancrer dans le territoire et de les diffuser dans chacune et chacun des Vertaviens. Merci beaucoup pour ce débat. Nous prenons acte par un vote que le débat a bien eu lieu. Voilà, pas pour valider ou pas les intentions des uns et des autres, mais pour dire que le débat a bien eu lieu. J'imagine pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le débat a donc bien eu lieu. Deux délibérations un peu techniques pour Christian Corbeau sur la M57. Voilà. C'est quasiment James Bond M57. Voilà. Deuxième épisode. Voilà. Deuxième épisode. Voilà, donc pour ceux qui ont bien suivi lors du Conseil de septembre, donc il y avait une délibération concernant donc la M57 et j'avais évoqué ces deux points. Donc, c'est vraiment dans cette continuité. En matière de gestion pluriannuelle des crédits, donc la nomenclature prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire et financier expliquant les règles de gestion pour les APCP. Donc, c'est le document qui est à votre disposition. Donc, en résumé, ça apporte plus de transparence. Voilà, monsieur le maire. C'est le mot ce soir, transparence. Je crois que c'était performance le mot ce soir, mais... Ah ben, on peut ajouter performance et transparence. Ça marche. Pas d'opposition, j'imagine, sur cette délibération. Pas d'abstention, je vous remercie. C'est adopté. Délibération numéro 5. La conséquence. Voilà, toujours du M57. Donc là, ça concerne le mode de gestion des amortissements, des immobilisations, avec un prorata temporis. Donc, c'est l'exemple que j'avais pris en septembre. Un bien acheté en janvier 2023,
avec l'ancienne nomenclature, l'amortissement se faisait qu'à partir de janvier 2024. À partir de la M57, bascule 1er janvier, un bien acheté en janvier, l'amortissement court à partir du moment de l'achat. Ça, c'était le premier point. Et le second point sur lequel les services ont énormément travaillé, c'est regarder la durée d'amortissement des différents biens. Donc, même chose, un tableau est annexé à la délibération. Merci. Des questions sur ce tableau ou sur ces amortissements? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. En l'absence, contrainte subie de Gisèle Kauillac, qui est souffrante et qui vous préserve par son absence. Je vous propose que Christian Corbeau présente ses dossiers et notamment la mise à jour des modalités de remboursement des frais de déplacement. Voilà, donc un petit clin d'œil à Gisèle qui est au fond de son lit et je porterai donc ces deux délibérations avec son enthousiasme. Alors, concernant cette délibération, mise à jour des montants et modalités de prise en charge des frais de déplacement, de restauration et hébergement engagés dans le cadre des formations. Donc, c'est juste une évolution des bases. Donc, je reprends le chiffre. Nous étions sur le repas à 17,50 €. Donc, nous passons sur 20 €. Donc, ça, c'est concernant les modalités liées aux frais engagés par les agents dans le cadre de leur formation et de mission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette nouvelle grille? J'imagine que ça a été posé en commission également. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Et puis un petit changement sur le risque prévoyance. Alors, c'est pas sur le risque, c'est l'assureur. Voilà. Donc, changement lié effectivement à l'assurance prévoyance. Donc, depuis, juste, je refais l'histoire, janvier 2013, donc il y avait une convention de participation au risque de prévoyance et Vertou, comme 17 autres structures, ont adhéré à ce contrat de prévoyance. Depuis janvier 2020, la convention de prévoyance était portée par le groupe Collectim ISEC. Cependant, donc, cet assureur, voilà, comme tout assureur, a fait le point sur la sinistralité et compte tenu du déficit important entre le niveau donc, des cotisations et le montant des risques, il a cette faculté de résilier le contrat, donc il a usé de cette faculté de résilier le contrat. Par conséquent, nous avons une nouvelle convention qui sera conclue avec le groupement Collectim Alliance, qui va conserver à la fois le même taux de cotisation et les mêmes garanties avec le même périmètre. Donc, changement juste d'assureur. Merci. Tu aurais pu résumer ça à ça, mais c'était important pour la transparence de nos débats. Y a-t-il des questions? Jessie Robert. Merci, monsieur le maire. Une simple question. Vous parliez, monsieur Corbeau, que c'est motivé face à cette rupture, en fait, de la part du précédent assureur, est motivé par une analyse des risques. Oui. Est-ce qu'on a, sans rentrer dans tous les détails, mais des éléments un peu plus concrets sur... Parce que les risques vertaviens, j'ai du mal à les percevoir par rapport... Alors, juste une précision, c'est bien un contrat-groupe, et lorsqu'ils analysent le rapport sinistre-prime, ce sont bien la sinistralité du contrat-groupe. D'accord? Donc, comme je l'ai dit en introduction, vous aviez 18 structures qui adhéraient donc à ce groupe, à ce contrat-groupe, et ce sont bien les sinistres de toutes ces structures. Donc, votre précision, votre question nécessitait cette précision, et vous avez raison. On n'a d'ailleurs pas tout, voilà, globalement, et je propose que Gisèle puisse répondre éventuellement en commission, mais on voit bien qu'il y a quand même un petit sujet sur les assureurs et les assurances aux mairies en ce moment. Ça pose d'ailleurs question, c'est une question que j'ai relayée au sein même de l'AMF
mais que d'autres avaient relayé aussi avec moi, puisqu'on voit bien qu'on va avoir des difficultés à s'assurer ou à se réassurer. Donc c'est une préoccupation que nous portons à beaucoup, et je sais que le président de l'AMF, David Lisnard, a relayé ça au ministre des collectivités, enfin Madame la ministre des collectivités, et donc on attend un peu le retour aussi de tout ça, parce que bon, conventionner et puis tout de suite après dénoncer le contrat, ça pose des questions quand même. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à ce changement lié à l'assurance du risque prévoyance? Pas d'abstention, pas d'opposition, je vous remercie. C'est donc adopté. Merci Christian. Nous dirons à Gisèle Coyac que tu as parfaitement supporté ces délibérations. Je passe la parole à Marie Slimaski pour l'actualisation du règlement intérieur de Cour et Jardin. Merci, monsieur le maire. Effectivement, depuis la fin de l'année 2014, date d'ouverture, enfin année d'ouverture de l'équipement Cour et Jardin, nous avons donc expérimenté, développé, structuré son activité d'accompagnement de la pratique en amateur dans le champ du spectacle vivant, bien sûr, pour les associations vertaviennes, les musiciens amateurs, mais aussi les artistes professionnels du territoire via les résidences d'artistes. Au départ, l'activité des studios de musique, donc, qui consiste à accompagner les groupes de musiques actuelles, mais également à louer les studios de musique, était gérée par l'association Si Bémol, qui, association, s'est dissoute en 2016. Nous avons donc en 2016 restructuré le service culturel avec la création d'un pôle spectacle vivant qui a permis la reprise en gestion directe de ces studios de musique, ainsi que le développement d'actions d'accompagnement des musiques actuelles. La fin du partenariat de coprogrammation avec le Quatrain, qui date de 2022, a en outre permis d'expérimenter l'accueil de quelques spectacles finalisés à Cour et Jardin en lien avec les résidences accueillies. Aujourd'hui, l'équipement Cour et Jardin, c'est un lieu pour permettre et soutenir la pratique artistique en amateur, pour les accompagner dans leur pratique et dans leurs projets pédagogiques et artistiques. Mais c'est aussi un lieu qui soutient les artistes professionnels du territoire et donne à voir des créations de compagnies du territoire. Donc notamment, j'en parlais tout à l'heure, par l'organisation de résidences d'artistes pour soutenir leur création, créer des temps de rencontre avec les publics. Ce sont les sorties de résidence, ça peut être des stages et puis évidemment des actions culturelles. Et en programmant des spectacles finalisés dans le cadre de la saison culturelle. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, avec la fin de la coprogrammation, du partenariat avec le Quatrain pour la coprogrammation. C'est aussi, bien sûr, un lieu accessible à tous et un vecteur de lien social. Pour tenir compte de ces évolutions, il est donc proposé de formaliser les orientations culturelles de Cour et Jardin, qui est évidemment un équipement municipal structurant, et de mettre à jour son règlement intérieur. Le projet culturel de Cour et Jardin s'articule autour de 4 grandes orientations qui s'inscrivent dans la continuité du projet d'origine. La première orientation, c'est accompagner et valoriser les pratiques artistiques vivantes en amateur. La seconde, soutenir les artistes professionnels du spectacle vivant et donner à voir leur création artistique. La troisième, être un lieu artistique ouvert à tous les publics, inclusif et responsable. Et enfin, la quatrième, être un lieu référent et de coopération. Dans la continuité de ces orientations posées, il est donc proposé d'actualiser le règlement intérieur annexé à la présente délibération pour traduire l'évolution de l'activité depuis 2014, procéder à une mise à jour réglementaire du document. En effet, il y a une nouvelle réglementation
concernant la réglementation sonore dans les équipements culturels. La limitation des décibels est passée de 105 à 102, donc par arrêté d'avril 2023. C'est également améliorer le service aux associations utilisatrices à l'année en autorisant une billetterie payante pour leur spectacle annuel, donc la restitution de leur travail en fin d'année, ou pour des représentations en lien avec leur pratique artistique. Ça peut être une représentation à destination d'une association caritative. Et sous réserve, bien entendu, d'accord de la ville et selon la disponibilité du lieu. Et puis enfin, préciser les modalités d'utilisation du plateau pédagogique pour les associations vertaviennes de pratique des arts vivants non utilisatrices à l'année. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. C'est une délibération qui a été présentée en commission, j'imagine, également. Y a-t-il des questions autour de ce règlement ? Stéphane Caillot. Oui, je voulais avoir une précision au sujet de la fin avec le 4-1. Ça avait commencé en 2010 et ça s'est fini en 2022. Et je voulais savoir la raison, Marie. Marie Sliwinski. Tout simplement parce que il y avait deux volets à cette convention avec le partenariat. C'était permettre aux associations vertaviennes de se produire au 4-1. Alors ça se limitait évidemment à des associations. Il y avait l'école de musique, il y avait des associations de théâtre. Ça se limitait et l'association de danse, à l'As Danse, qui permettent de se produire devant un public important, bien évidemment. Donc ça continue. Ce volet-là continue. Les associations continuent de se produire à celles qui le peuvent. Alors, il y en a à peu près 3 habituellement chaque année. Ceux qui le peuvent donc se produisent toujours au 4-1. En revanche, la coprogrammation de spectacles, ça ne change rien pour le vertavien, sauf que on n'était pas forcément associés vraiment. Enfin bon, ça n'apportait pas grand-chose pour les vertaviens. Les vertaviens continue, ça a eu la vertu de faire découvrir le 4-1 aux vertaviens, puisque la grande majorité de vertaviens ne connaissaient pas cette salle, qui est située à 4 km du bourg de Vertou, elle est quand même proche. Ça n'apportait pas grand-chose aux vertaviens, et les vertaviens continuent d'aller au 4-1 s'ils le souhaitent, au même tarif. Nous, le fait de ne plus avoir cette coprogrammation, ça nous permet d'accentuer le soutien aux artistes professionnels à Cour-et-Jardin, et surtout de proposer des spectacles professionnels depuis la fin de ce partenariat avec le 4-1. Voilà. Merci Marie pour ces explications complètes. Y a-t-il d'autres questions ? Non, c'est bon ? Y a-t-il des oppositions à l'adoption de ce nouveau règlement ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Nous passons au dossier de Patrice Garnier avec ce dossier important dont je parlais en introduction, qui est la Convention territoriale globale. Et je propose que tu puisses nous présenter, mon cher Patrice, ce renouvellement pour les années qui viennent. Merci, monsieur le maire. Ce n'est pas effectivement une convention, mais c'est la convention, parce que c'est effectivement la convention la plus importante que nous signons avec la CAF, puisqu'elle fixe le cadre de référence, en fait, de l'ensemble de l'ambition que l'on porte, nous, sur l'ensemble des services à destination des vertaviens et des vertaviennes, au regard des besoins du territoire, bien sûr, et en fonction des enjeux que la CAF se fixe. Donc, ces enjeux et ces objectifs qui vont guider l'ambition de la ville avec le soutien de la CAF concernent, et on l'a présenté en commission, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité et l'animation de la vie sociale. Alors, en 2018, monsieur le maire l'a dit en introduction, nous avons été les précurseurs de cette convention qui s'appuyait notamment sur le plan d'action Grandir ensemble. L'évaluation de cette première convention a montré
un taux de réussite qui était égal à 84% des objectifs qui étaient atteints. Et nous avons donc sur cette nouvelle convention 7 enjeux et 21 objectifs que nous vous proposons d'approuver et qui sont issus d'un diagnostic qui a été actualisé pour notre ville par la CAF et d'autre part par la feuille de route Grandir ensemble qui a été validée au conseil municipal de juin 2022. Les quelques éléments que nous vous proposons justement de mettre en lumière sont les suivants. Concernant la petite enfance, l'évolution du nombre d'enfants de moins de 3 ans sur Vertou se situe à 10,4%, là où il est en baisse sur la métropole et le département. Le taux de couverture qui concerne la capacité d'accueil de nos structures collectives et de l'accueil individuel avec les assistantes maternelles est très bon puisqu'il est à 82,8%. Et donc, dans les enjeux que nous développerons, ils s'appuieront sur une vigilance puisque dans le diagnostic, nous avons remarqué qu'il y avait une baisse du nombre d'assistants maternels. Nous étions à moins 11,4% et 39% des assistantes maternelles ont 55 ans et plus. Donc, premier partage diagnostic sur la petite enfance. Sur l'enfance et la jeunesse, une évolution chez les 6-11 ans qui est à 7,7% et qui est au-dessus, là aussi, de celle qui est constatée au niveau de la métropole et du département. Donc, la forte évolution des 6-11 ans doit nous amener à une certaine vigilance aussi, puisqu'elle peut venir accélérer l'évolution des 12-24 ans. Concernant la parentalité, les éléments de diagnostic que nous voulions vous présenter aussi, 58,4% des familles sont allocataires sur Vertou. Et c'est donc là aussi supérieur à Nantes Métropole et au département. La part des familles monoparentales, de ces familles allocataires, est de 22,7%, avec une vigilance, on l'a évoqué tout à l'heure à différents moments, sur le quartier de la Gare, puisqu'on a sur ce quartier plus de 50% des familles qui sont allocataires. Donc face à ces constats, effectivement, 3 orientations dans la nouvelle convention que nous vous proposons ce soir: consolider les actions qui sont déjà engagées, développer et aussi inspirer de nouvelles actions en direction des Vertaviens. Cet enjeu, 21 objectifs. Si on repart de la petite enfance par rapport au diagnostic qui a été fait tout à l'heure, l'enjeu prioritaire est de promouvoir les différents modes d'accueil du jeune enfant et de faciliter les démarches des familles. Ce qui se transcrit en termes d'objectifs, vous le voyez, sur une promotion du dispositif actuel d'accueil individuel, et puis sur le développement d'un espèce de guichet unique, d'un lieu d'accueil unique pour les parents en recherche de mode de garde, notamment guichet ou lieu unique qui serait développé au niveau du relais petite enfance. Au niveau de l'enfance, enjeu concernant l'adaptation de l'offre de services aux besoins des familles, notamment sur les capacités d'accueil et les modalités d'accès de l'accueil de loisirs, donc en développant, en consolidant, pareil, et en innovant sur les modalités d'accès à l'accueil de loisirs. Sur la jeunesse, nous sommes toujours sur l'encouragement et la participation et l'engagement à la vie de la cité, avec l'accompagnement des jeunes aussi dans leur parcours, avec comme action prioritaire la prévention, l'orientation et l'information, ainsi que la sensibilisation et le fait d'impulser l'engagement des jeunes et des familles. Sur la parentalité, une nouvelle démarche, donc avec toujours le souci d'accompagner les parents dans l'exercice de la parentalité. Donc on soulignait tout à l'heure effectivement certains quartiers avec des chiffres qui nous amènent une certaine vigilance, et donc une nouvelle démarche qui va être d'aller vers ces nouvelles populations pour adapter les services à la population, adapter l'offre de parentalité aux nouveaux besoins des familles. Au niveau de l'animation locale, encourager l'animation de la vie locale et renforcer le lien social, notamment en créant des dispositifs de proximité, vecteurs de lien social
dans et entre les quartiers. Et puis pour terminer, sur l'action sociale, l'enjeu est de favoriser l'inclusion et l'accompagnement des publics fragiles. Et donc, par ces publics fragiles, nous nommons les jeunes qui sont en situation de précarité. Nous nommons aussi les jeunes et les citoyens qui sont en situation de précarité numérique. Et puis, bien sûr, en lien avec le plan handicap, la prise en charge des jeunes en situation de handicap et de leurs familles. Un peu plus d'1 million d'euros. C'est quand même la somme en 2021 qui a été allouée donc pour cette CTG. Donc cette CTG qui est visuellement dessinée avec cette ligne verte, Vertavienne, qui est donc ce cadre de référence pour 2023-2027 pour les 5 années à venir. Voilà. Et donc cette démarche, elle est éclairée, elle est issue des réalités de territoire que nous avons partagées avec la CAF. Elle illustre donc les ambitions que nous allons porter en faveur des familles vertaviennes, en lien bien sûr avec notre plan stratégique et notamment les valeurs de responsabilité et d'accessibilité. Et c'est donc à ce titre que nous vous demandons d'approuver cette convention. Merci. Merci beaucoup Patrice pour cette présentation dont on a bien compris l'ambition et je crois l'importance. Y a-t-il des questions autour de cette convention territoriale globale? Pas de questions particulières? Voilà, c'est que tu as été très pédagogique et en commission et ce soir au niveau du conseil municipal. Moi, j'attire vraiment votre attention sur les grands enjeux que tu as pu décrire qui alimentent l'ensemble du spectre du 0-21, voilà, et qui font l'ancrage dans le territoire, qui font des enfants et des jeunes éclairés, qui font des parents accompagnés pour la parentalité. Et tout ça, ça contribue, je le disais en introduction, et j'y crois, voilà, c'est une conviction intime que cet ancrage, que cet enracinement, que cet éclairage des actualités, eh bien, ça fait des jeunes qui sont dans la cohésion nationale et dans la recherche du bien commun. On discutait avec les délégués des 6e de Jean Monnet, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je sais, lundi après-midi, voilà, merci. Voilà, les jeunes, ils sont en attente de ça. Ils sont en attente d'un cadrage, ils sont en attente d'un corpus, ils sont en attente de discussion, ils sont en attente de tout cela. Et je trouve qu'on a, avec cette convention globale territoriale, avec ce travail partenarial, avec ces moyens mis, tu l'as rappelé, hein, c'est quand même 1 million d'euros, ces moyens mis dans ce projet, une belle idée de ce qu'on peut faire pour les jeunes vertaviennes et les jeunes vertaviens. Merci beaucoup Patrice de ta présentation. Je vais passer au vote. Y a-t-il des votes pour? Des abstentions? Des votes contre? Oui, c'était pour réveiller tout le monde, monsieur le chevalier. Et puis, je trouve... J'ai vu une lueur de doute dans l'esprit de monsieur le chevalier, mais non, c'était pour faire en sorte que ce soit un vote positif sur cette belle convention. Patrice Garnier, toujours, pour les déclinaisons. Exactement, puisqu'à l'intérieur de cette fameuse ligne verte, il y a une ligne bleue sur le cadre que vous avez vu tout à l'heure et qui concerne le bonus territoire. Donc la convention qu'on vous présente ce soir, il s'agit au travers de cette convention en fait d'autoriser la signature d'avenants à des conventions de financement qu'on a déjà validées, approuvées en novembre 2021. Et donc ces conventions, elles soutiennent l'activité de nos 3 multi-accueils par le versement de 3 prestations, la PSU que tout le monde connaît, prestation de service unique, le bonus inclusion handicap, le bonus mixité sociale. Il s'agit au travers de cet avenant d'approuver l'intégration d'un financement complémentaire, donc le bonus territoire, jusqu'au terme de la convention qui sera donc en 2025.
Et donc ce bonus territoire vise à maintenir l'offre d'accueil que nous proposons sur Vertou et à poursuivre bien sûr le développement de nouvelles places d'accueil de la petite enfance, telles que nous l'avons vu dans les enjeux. Les modalités de calcul sont indiquées dans la convention et pour ces 3 conventions, nous avons donc un montant forfaitaire de bonus territoire par place qui est de 1 797,94 €. Voilà, donc juste un avenant dans le cadre de ce bonus. Merci. Si les bonus pouvaient être même un peu plus hauts, hein, qu'on n'hésite pas, surtout. Y a-t-il des questions autour de cet avenant? Pas de questions, pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. C'est donc adopté. Dernière délibération de ce conseil municipal pour Sophie Bouvard. Et la cession, une bonne nouvelle? Quasiment. La cession d'un terrain à bâtir rue du Clos des Vignes. Merci, monsieur le maire. Alors, je reviens effectivement sur cette cession qui avait déjà fait l'objet d'une délibération lors du conseil municipal du 13 avril 2023. Et cette cession fait l'objet de cette nouvelle délibération que je vous présente ce soir, suite à un oubli, la découverte d'un droit de passage, effectivement, qui n'était pas formalisé et qui grève le terrain cédé par la ville. Donc nous devions effectivement réglementairement vous représenter cette délibération. Il y a eu donc négociation avec les acheteurs, monsieur et madame Anou Daraï, et qui ont accepté cette existence de ce droit de passage avec la condition donc d'une baisse au niveau du prix de l'acquisition de 10 000 €. Et donc cet accord a été trouvé. Mais suite à cela, l'établissement de l'acte notarié donc va pouvoir se faire avec cette présence donc de ce droit de passage. Voilà. Merci beaucoup. J'imagine pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. L'acquisition va pouvoir avoir lieu, les recettes rentrer et surtout le projet d'une famille se faire, ce qui est toujours très encourageant. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas de questions orales ce soir. Je vous remercie donc de votre travail. Je vous remercie donc pour les gens qui auront l'occasion de nous suivre, de la qualité de nos débats. Et je vous souhaite une très belle soirée en vous invitant à 2 choses. D'abord, la signature des documents budgétaires, puisque nous avons eu une DM. Et, merci Juliette Lecoulme, et de nous retrouver pour partager des moments agréables. J'ai cru comprendre que nous aurions un peu de diversité dans la proposition qui nous est faite ce soir et qu'on allait découvrir de nouveaux terroirs comme il est d'habitude en novembre. Et donc sans doute aurons-nous un peu de primeur et que nous allons en profiter. Merci beaucoup à vous.